Donc, je suis Rebecca Shankland, professeure de psychologie du développement à l'Université Lyon 2, responsable de l'Observatoire du bien-être à l'école et membre de l'Institut universitaire de France. À l'origine, je suis psychologue clinicienne spécialisée dans le champ des addictions et en particulier les problématiques alimentaires et puis un peu l'ensemble des conduites à risque de l'adolescent et le soutien à la parentalité. En travaillant dans ce champ, au regard du taux de rechute qu'on a dans ce champ, je me suis intéressée plutôt à la prévention de ces problématiques. Et c'est là que j'ai rencontré toutes les recherches sur les compétences psychosociales et donc j'ai fait ma thèse sur cette thématique. Et ensuite, au regard du retard qu'on avait en France il y a 20 ans sur les questions de prévention et de promotion de la santé mentale, je me suis orientée plutôt vers la recherche et donc alors essentiellement la recherche interventionnelle. Donc on développe des programmes d'intervention pour tous les âges de la vie, hein, du jardin d'enfants, enfin même de la crèche jusqu'aux personnes âgées, pour pouvoir développer ces compétences psychosociales qui représentent un facteur protecteur très important en santé mentale. Depuis une vingtaine d'années, d'abord en tant que psychologue clinicienne, puis en tant que chercheur, je travaille sur le développement des compétences psychosociales. C'est un concept qui a été proposé à l'origine par l'Organisation mondiale de la santé, qui correspond à des compétences qui permettent de faire face aux situations du quotidien, surmonter les obstacles de la vie, développer les facteurs de résilience. Donc il y a 3 grandes catégories de compétences psychosociales, des compétences d'ordre cognitif comme la capacité à identifier ses ressources, ses compétences, ses valeurs, ses buts, la capacité à réguler aussi son impulsivité pour pouvoir avancer en direction de ses buts, la capacité à prendre des décisions, résoudre des problèmes. Donc, tout ça, c'est des aspects qu'on appelle des compétences cognitives. Ensuite, il y a une catégorie de compétences dites émotionnelles qui correspondent à la capacité à identifier les émotions, comprendre les besoins qui sont derrière, pouvoir les exprimer de façon adaptée pour agir sur les situations et réguler les émotions et le stress, qui correspond à une catégorie de compétences vraiment très importante dans le champ de la santé mentale. Et puis, dernière catégorie de compétences psychosociales, c'est la dimension sociale, donc qui correspond à l'écoute empathique, la capacité à coopérer, à résoudre des conflits relationnels, à demander de l'aide. Et donc, lorsqu'on développe cet ensemble de compétences psychosociales, ça permet finalement d'améliorer la santé mentale, de prévenir de certaines problématiques, notamment des addictions et des problématiques d'anxiété, de dépression. Et ça permet de développer des relations plus constructives, ce qui correspond à un facteur protecteur très important en santé mentale. Donc, vraiment développer un réseau de relations qui permettent un soutien social satisfaisant, et ce, à tous les âges de la vie. Donc, les programmes qui sont proposés en fait dès la maternelle, hein, aujourd'hui à l'éducation nationale, visent le développement de ces compétences aussi en vue d'améliorer le climat de classe, la qualité des interactions à la fois entre élèves mais aussi avec les adultes en position d'éducation, et permettre aussi une plus grande disponibilité mentale aux apprentissages pour pouvoir assurer une meilleure réussite finalement et une plus grande égalité des chances, hein, puisque ces compétences sont aussi moins développées chez les élèves qui sont issus de milieux moins favorisés avec plus de facteurs de vulnérabilité. Donc l'idée, c'est aussi de permettre une meilleure égalité des chances dans le contexte scolaire. Et par la suite, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de bénéficier de ce type d'intervention, puisque c'est quand même assez récent dans l'éducation nationale, hein, même si aujourd'hui c'est de plus en plus développé. Énormément d'enseignants ont souhaité être formés et utilisent ce type d'outils dans leur classe. Aujourd'hui, les étudiants qui arrivent à l'université n'ont pas forcément eu ce type de programme et c'est une population particulièrement vulnérable. Ça fait partie aussi de la feuille de route au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de proposer des moyens de développer ces compétences dans l'enseignement supérieur, même si c'est encore peu le cas aujourd'hui. Mais nous, dans le cadre de nos recherches sur la santé mentale des étudiants, on a pu expérimenter un certain nombre de programmes qui sont aujourd'hui mis en ligne gratuitement, notamment le programme Educare avec 8 modules sur la gestion des émotions, la procrastination, etc.
et qui montrent leur efficacité à la fois pour développer des compétences psychosociales comme la gestion des émotions, développer des relations constructives dans un univers nouveau, puisque souvent les étudiants sont amenés à changer de ville, à devoir reconstruire tout le réseau social. Et ça permet également de développer un certain nombre de facteurs protecteurs en santé mentale tels que l'optimisme, l'engagement dans les études et donc d'assurer aussi plus de réussite finalement, une meilleure réussite académique et moins de symptômes tels que des troubles anxieux, dépressifs ou les addictions ou encore les troubles alimentaires dans l'enseignement supérieur. Et par la suite, donc, on peut proposer ces programmes finalement tout au long de la vie, même si là c'est des contextes plus cadrés où finalement c'est plus simple, on va dire, de pouvoir implémenter à grande échelle ce type d'intervention de promotion de la santé mentale. Mais l'idée c'est aussi de pouvoir offrir ce type de programme gratuitement à certaines populations en situation de vulnérabilité et notamment dans la population générale, simplement les parents. On sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment d'une grande complexité, on va dire, le métier de parent, avec les différents enjeux aussi liés aux écrans, la question du harcèlement, etc. Donc il y a beaucoup d'anxiété autour de ces questions lorsqu'on devient parent, avec des problématiques différentes selon les âges des enfants. Et l'objectif, c'est de pouvoir aussi proposer ces programmes aux parents, à la fois pour eux-mêmes, pour développer des facteurs protecteurs en santé mentale. Et on l'a vu notamment pendant la période de Covid, avec les différents confinements. Les facteurs protecteurs clés pour les parents, c'était notamment la gestion du stress et des émotions. Donc, on a pu proposer un certain nombre de programmes de développement des compétences psychosociales qu'on a adaptés au soutien à la parentalité et qui ont montré leur efficacité sur la prévention et la réduction du burn-out parental, du stress, de l'anxiété et de la dépression et le développement de certains facteurs protecteurs comme la gestion des émotions et du stress ou encore le développement de plus de bienveillance envers soi qu'on appelle l'autocompassion. C'est encore un autre champ de recherche très important aujourd'hui en santé mentale qui permet de diminuer en fait cette tendance à l'autocritique répétitive négative où finalement ça génère des ruminations et des affects négatifs qui progressivement peuvent entraîner vers une symptomatologie dépressive. Donc là aussi, il y a une série d'expérimentations qui ont été menées en France, qui ont montré leur efficacité dans le cadre du soutien à la parentalité et qui peut se répercuter ensuite sur le développement des compétences psychosociales des enfants, puisqu'ils apprennent en grande partie par imitation, grâce au modèle de rôle qu'ils ont autour d'eux. Donc, si nous, en tant que parents, on est en mesure de pouvoir développer nos propres compétences et transmettre ces apprentissages aux enfants, eh bien, ça fait deux pierres d'un coup, on va dire. Donc, c'est aussi des programmes qui ont des bénéfices sur les publics jeunes. Donc, les compétences psychosociales, on peut les développer à la fois dans le champ de la prévention, de la promotion de la santé mentale, et une grande partie de mes travaux de recherche portent sur ces questions-là aujourd'hui pour pouvoir toucher le plus de personnes possible. Mais c'est aussi des compétences qu'on peut développer en thérapie, et on parle notamment de réhabilitation psychosociale, mais en fait on travaille exactement ces mêmes compétences, ou en prévention des rechutes dépressives, ou en prévention des rechutes addictives. En fait, c'est exactement les mêmes programmes qu'on utilise, sauf que les thématiques, on va dire, qu'on va aborder à chaque séance, la plupart du temps, c'est des programmes de 8 séances de 2 heures à raison d'une fois par semaine avec des pratiques qui sont réalisées entre les séances. Et en fait, on a adapté les programmes à la fois à la prévention, à la promotion de la santé, donc en population générale, et en population clinique avec des thématiques plus spécifiques par séance autour de la problématique concernée, que ce soit les ruminations, la procrastination dans le cas de la dépression, ou bien la question du craving et des problématiques addictives auprès de ces publics-là, mais avec les mêmes pratiques qui sont proposées en termes de développement des compétences psychosociales. Donc en fait, la thématique d'une séance peut être adaptée en fonction du public et de la population clinique, mais ensuite, les pratiques qui sont proposées pour développer ces compétences elles-mêmes sont des pratiques génériques, on va dire, que ce soit la population générale ou la population clinique. Donc c'est aussi des programmes qui sont de plus en plus utilisés auprès de populations cliniques pour pouvoir aussi améliorer la qualité de vie, la qualité
qualité des relations, le soutien social reçu et perçu, et travailler très spécifiquement la régulation des émotions avec un panel d'outils validés par les recherches qui permet finalement à chacun de trouver ce qui est le plus facilement mobilisable pour lui. Donc il n'y a pas une pratique qui serait la panacée. Il y a des pratiques de pleine conscience, il y a des interventions de psychologie positive, il y a des pratiques d'autocompassion. Donc, il y a vraiment beaucoup de pratiques validées aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment important, c'est de vérifier l'adéquation entre la personne et la pratique pour pouvoir s'assurer d'une mise en œuvre efficace, d'une adhésion finalement à ces pratiques pour les intégrer le plus possible dans le quotidien et donc avoir une efficacité véritable pour la santé mentale des personnes. Ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est comment les compétences psychosociales peuvent représenter un facteur protecteur en santé mentale, donc à la fois en population générale, mais aussi un facteur d'amélioration des problématiques de santé mentale en population clinique. Dans le champ de la santé mentale, les recherches avancent très rapidement et c'est vraiment important que les cliniciens puissent rester au fait de ces recherches, pouvoir réajuster. Par exemple, si je prends le domaine des compétences psychosociales, la conceptualisation, les interventions évoluent très rapidement. Dans le champ des pratiques de pleine conscience ou de psychologie positive, on a déjà eu plusieurs vagues successives qui permettent d'améliorer progressivement les interventions, de mettre en évidence potentiellement des biais importants ou encore des points de vigilance à avoir. Et donc venir au congrès de la FTCC, c'est vraiment un moyen de se tenir informé de ces recherches, pouvoir réajuster sa pratique clinique et aussi de découvrir beaucoup de nouveaux outils, puisque chaque année il y a des nouveaux programmes qui sont testés, qui sont adaptés à des publics spécifiques. Donc on a tout intérêt en tant que clinicien de venir à ce congrès pour pouvoir à la fois découvrir ces outils, ces pratiques, les points de vigilance auxquels on doit être attentif, et puis aussi c'est l'occasion de rencontrer d'autres collègues qui travaillent dans les champs concernés et pouvoir échanger à propos de ces pratiques, à propos de nos questions, nos questionnements, nos problématiques aussi en tant que thérapeute par rapport à certains profils de patients. Donc c'est vraiment un moment très riche et très important dans l'évolution professionnelle des psychologues, des psychothérapeutes.